Donc j'avais distribué plusieurs feuilles d'exo. La dernière fois, on a fait le cycle de Beau-Rochas, de Beau-de-Rochas, pardon. Vous avez parlé des machines du second principe. Ah oui, on avait parlé du second principe. On avait démontré PV puissance gamma égale constante, Oui, transformation isentropique. On avait montré aussi T2 sur T1 et T2 sur T40. Ah, le cycle de Carnot et tout. Ah, on avait bien bossé la dernière fois, je me souviens. Ok, alors du coup, on va pouvoir faire des exos. Donc il y a une feuille d'exo sur le premier principe. Enfin deux, mais il y en a une qu'on a déjà essentiellement faite. Et puis il y a la feuille d'exo sur l'entropie, second principe. Donc, on n'a encore rien fait sur la série 2, hein, c'est ça? Non. On va peut-être faire ça vite fait. On peut essayer de bourrer un peu, et puis si ça va trop vite, on s'arrête. Et puis, est-ce que vous avez cherché déjà un peu ces exos? Non. Pas trop. C'est sûr. Ok, allez, thermo série 2. Exercice 1. Alors là, vous allez voir, c'est vraiment très simple. C'est des trucs, il faut juste savoir les faire, mais c'est totalement trivial. Je pense que je pourrais quasiment ne pas les faire. Vous savez faire ça, mais enfin, on va en faire un ou deux, on va voir. Donc, exercice 1 sur un freinage. On a un véhicule de masse grand M, 836 kg. On se demande pourquoi, mais c'est comme ça. À la vitesse V, 72 km/h, qui s'arrête brusquement à l'aide de ses 4 freins à disque. Donc un véhicule qui est en train de rouler, freine brusque, il pile quoi. En assimilant les freins à disque à des cylindres de rayon R égale 10 cm. D'épaisseur E égale 1 cm. Donc je vous fais le en perspective peut-être. Ok. Donc voilà des disques. On a dit R. Vous avez des sujets en plus? Oui. La réponse est oui. Combien? 2? 1. 2. Quelqu'un d'autre? Non? Ok, alors, voilà des disques. Ce sont donc des cylindres de rayon R d'épaisseur E. C'est quoi le moment d'inertie du cylindre autour de son axe? Il y a du R, mais il y a du R. Ah oui. Il y a du MR2, ça c'est la dimension. Et c'est quoi le coefficient numérique? Non. Yes. Bon, c'était juste un petit rappel comme ça pour asticoter votre mémoire. Alors, en assimilant ces derniers, ok, de masse volumique ρ, d'accord, qui sont homogènes, et de chaleur massique C. Alors on la donne en calories, je vais noter 0,1 calories par gramme et par Kelvin. Par conséquent, c'est la chaleur, c'est chaleur massique, coefficient calorifique par unité de masse. Calculer l'élévation de température en supposant que toute la chaleur est absorbée par les disques. Bon, alors là, c'est vraiment tout bête. C'est de la conservation d'énergie. Il y a la voiture qui avance, qui a une certaine énergie cinétique. 1,5 de mv2. On pile et elle s'arrête. Par conséquent, il n'y a plus d'énergie, mais évidemment, donc plus d'énergie cinétique, mais l'énergie se conserve. Donc cette énergie macroscopique mécanique a été transformée en une autre forme. Alors peut-être ça a fait du bruit, il y a peut-être un tout petit peu de déperdition d'énergie, mais si on dit que toute l'énergie va pour chauffer en fait les corps par frottement, lors du, c'est le principe des freins à disque, vous faites frotter ces disques sur les roues, on va dire que la quantité de chaleur produite, enfin, quantité de chaleur, la chaleur c'est l'énergie transférée donc sous forme désordonnée, quantité de chaleur résultant, enfin donc communiquée au disque, bon je l'écris
complète, la quantité de chaleur communiquée au disque est égale justement à l'énergie qui a été perdue, puisque l'énergie totale se conserve, premier principe, 1,5 de MV2. Et cette énergie a conduit à augmenter la température du disque. Selon quelle loi? Eh bien, par définition de la chaleur massique, Q, c'est la masse fois la chaleur massique. Pour des solides, on ne distingue pas pression constante, volume constant. Le solide ne change pas de volume par définition d'un solide uniformable. Donc Q égale mc fois delta T. Alors il faudrait en principe intégrer plutôt la somme des mc dt, mais puisque C est dit ne pas dépendre de la température, sinon il suffirait de faire l'intégrale, ceci fait mc delta T. Alors attention, le M, c'est la masse totale des 4 disques, parce qu'on nous dit qu'il y a 4 à un disque. Par conséquent, que vaut la masse totale des 4 disques? C'est quoi le grand thème d'ailleurs? La masse du véhicule. Ah oui, c'est la masse du véhicule. Donc ça sert à avoir l'énergie. Et donc il nous faut, petit m, la masse des 4 disques. Alors, un disque, donc c'est 4 fois la masse d'un disque, et la masse d'un disque, c'est le volume fois la masse volumique. D'accord? Donc ρ, masse volumique, fois le volume de ce cylindre, c'est De Pierre. Non, Pierre carré. pi R2 fois E. OK? OK? Voilà. Et par conséquent, delta T égale Q, donc 1,5 de MV2, sur M, donc 4 ρ, 4 pi R2 ρ E, fois, on m'a dit, C, la constante calorifique. Massique. Alors à convertir dans les bonnes unités par contre, hein. Mais bon, on va le faire justement. Donc ça y est, ça c'est la réponse à la question. Analytiquement, on pourrait simplifier le 2, allez, ça va faire un 8. Allez. Voilà. Ça c'est la réponse à la question. Maintenant on va faire l'application numérique à vos calculettes. Donc grand thème 838, 836 kg fois, alors 72 km par heure. Il faut le convertir en mètres par seconde, bien sûr. On travaille dans le système d'unité internationale, donc 72 km/h, il faut diviser par 3,6. Tout ça, ça va être au carré. Alors 72, 3,6, c'est pas mal, ça va faire du... Donc, ça c'est juste le double, enfin c'est 20 fois... Enfin au carré, ça fait 400. Hein. Divisé par 8, pi... Alors R, le rayon, on a dit 10 cm, donc 0,1 au carré, ça fait 10 moins 2. Rho, 8 grammes par centimètre cube. C'est vraiment un exercice de conversion. Alors 8 grammes par centimètre cube, ça fait combien de kilos? 8 grammes, ça fait 8, 10 moins 3 kilos. Mais par centimètre cube, combien il y a de mètres cubes dans un centimètre cube? 100 puissance 3. 106. Donc, bon, je vais mettre là, voilà, fois 16, ok. Fois, alors l'épaisseur, 1 cm, donc fois 10 moins 2. Et c'est, alors là, attention, c'est des calories. Ok, j'aurais peut-être pu travailler en grammes, bon non, il y avait 1 kilo. Donc, 0,1 calories par gramme et par Kelvin. On voudrait ça en joules par kilogramme et par Kelvin. Donc, s'il y a ça par gramme, déjà par kilogramme, il y a 1000 fois plus. Donc ça fait 10,2 calories par kilo par Kelvin. Et 1 calorie, vous vous rappelez que c'est 4,18 joules à peu près. Donc ça fait à peu près 418 joules par kilogramme par Kelvin. Donc j'écris ici fois
418. Et maintenant, on va récupérer les morceaux. Là, on a dit qu'il y avait 400. 400 sur 418, ça fait 1. On a 836 sur 8 fois 8, 64, fois pi. Pi c'est 3, 3 fois 6, 18. Allez, ça fait 200, grosso modo. Et donc maintenant les puissances de 10. Donc au-dessus, on n'a rien. Et en bas, on a alors 10,6 fois 10 moins 7. Donc ça fait 10 moins 1, donc ça fait 10 en haut. 800 sur 200, ça fait 4. Allez, ça fait à peu près 40. Mais vérifiez quand même, ceux qui ont fait le calcul. 39,79. Oh, c'est pas fort ça. 39,79. C'est des quoi ça? C'est des Kelvin ou des degrés, c'est pareil, parce que là c'est un delta T. Hein, donc là, voilà. Il y a une élévation de la température de 40 degrés. Donc si on démarre à 20 degrés, on finit à 60 quand même. Ça chauffe, hein, c'est sûr. Parce qu'il faut dissiper l'énergie quelque part. Donc on a intérêt à avoir des freins avec une grande capacité calorifique, de telle façon que ça puisse absorber beaucoup de chaleur sans trop changer la température. Hein. Tout étant là, n'est-ce pas? Q, c'est mc delta T. Donc si C est grand, pour une même quantité de chaleur absorbée, c'est-à-dire une même énergie dissipée, il y aura une petite élévation de température. Si vous prenez un corps ici qui a une petite chaleur massique, il va y avoir une grande élévation de température et les disques vont fondre. Hein, c'est un problème. Par exemple, quand vous descendez une pente très importante en voiture, une pente longue et importante, faire attention de ne pas freiner trop tout le temps, parce qu'au bout d'un moment, la chaleur s'accumule, et à un moment, vous faites fondre vos freins. Bon, ben voilà, c'est tout. Hein, c'était un petit calcul de capacité calorifique. Alors, c'est bon? Ouais. Alors, on va faire l'exercice 2, qui est à peine plus subtil et qui a l'avantage de montrer comment, en pratique, on peut mesurer une capacité calorifique d'un corps, donc de capacité calorifique inconnue, en utilisant un calorimètre. Et surtout, c'est ça qui est intéressant dans cet exercice, c'est qu'on peut utiliser un calorimètre imparfait, parce que souvent on suppose que le calorimètre est parfait. Là, on va voir comment procéder expérimentalement. Ça peut vous servir pour vos TP ou vos montages. On va voir comment procéder dans le cas d'un calorimètre imparfait. Alors, un calorimètre contient 95 grammes d'eau. Donc, je représente le calorimètre. Vous connaissez le principe. Hein. L'idée, c'est d'isoler thermiquement une enceinte de l'extérieur. Et donc, on met de l'eau là-dedans. M1, 95 grammes d'eau à une certaine température, T1, 20 degrés Celsius en l'occurrence. On ajoute, oui c'est ça, on ajoute 71 grammes d'eau à T2 égale 50 degrés. Donc M2, T2. Quelle serait la température d'équilibre TE si l'on pouvait négliger la capacité thermique du vase et de ses accessoires? Le truc, c'est que le calorimètre, donc il permet de ne pas échanger de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur, mais lui-même, il va chauffer un peu, forcément. Parce qu'il faut bien qu'il soit quand même à l'équilibre avec ce qu'il y a dedans. Donc, c'est jamais parfait. Il a une capacité calorifique qui n'est pas infinie, ou qui n'est pas nulle, plus exactement, pardon. Donc, il va absorber un peu de chaleur, malgré tout. Alors, mais dans cette première question, on suppose que la capacité calorifique donc, du vase et de tout ce qu'il y a dedans peut être négligée. Alors, quelle serait la température d'équilibre? Comment faire? Alors, qu'est-ce que vous appelez Q1? La quantité de chaleur
relative. Alors, relative, c'est-à-dire? Bah, enfin, il y a un système qui va transférer de la chaleur. C'est ça, il y a un système qui et cède de l'énergie et l'autre qui en va récupère. Donc Q1, ça va être la chaleur comme ce corps-là, enfin l'eau qu'on rajoute là, à une température plus élevée, c'est lui qui C'est va. Q1 qui va recevoir et c'est Voilà. Q2 qui va donner. Donc Q1, la chaleur reçue par l'eau 1, c'est-à-dire en ce moment, le système 1. Alors ça c'est quoi cette chaleur? Cette quantité de chaleur? Eh bien, c'est la masse fois la capacité calorifique de l'eau, par définition, fois delta T, la variation de température. Alors on appelle TE la température d'équilibre? On suppose de nouveau que la capacité, elle est dépend pas de la température. En pratique, elle en dépend peu sur une plage faible de température. M1 CO fois TE moins TE. OK. Et par ailleurs, donc la Q2, la chaleur cédée par l'O2, on se comprend, n'est-ce pas? C'est Q2 égale M2, C de l'eau. Cette fois, la température a diminué. Donc c'est T2 moins T équilibre. Et puisque l'énergie se conserve, pourquoi? Parce qu'on est dans un vase adiabatique, c'est le principe du calorimètre, on laisse sortir ni rentrer aucune chaleur, enfin aucune quantité d'énergie sous forme de chaleur. Donc toute l'énergie cédée perdue par un des deux systèmes est reçue par l'autre, et donc ces deux grandeurs sont égales, Q1 égale Q2, par conséquent on obtient TE qui est égal à... Alors... Monsieur, je suis pas d'accord avec le signe de Q2. Oui, pardon, non, parce que j'ai marqué CD explicitement. Donc ça, c'est ce qui a été cédé, donc c'est positif. C'est pas l'énergie reçue. Alors, bah, elle peut quand même être négative. Enfin... elle pourrait être négative. Non, non, mais là, j'ai explicitement écrit la chaleur reçue et la chaleur cédée. Ce que 1 a reçu, c'est positif, et ce que 2 a cédé, c'est positif. 2 a cédé de la chaleur, a cédé une quantité positive d'énergie. L'autre a reçu la quantité. Non? Parce qu'il est perdu dans le système, c'est négatif. Si le Alors, système, c'est 2, du coup, il a... Le système 2 a donné de la chaleur, donné de l'énergie sous forme de chaleur. Donc il l'a perdu, oui. Donc mais il a perdu un nombre positif. Il a cédé, c'est ça? Qu'est-ce qui vous gêne? Et quand tu regardes le signe T2 moins T équilibre, ça fait pas... moi j'aurais mis T équilibre moins 2. Bah oui, donc tu m'as... À ce moment-là, c'est la chaleur reçue par le système 2. Ce qui est reçu, la chaleur reçue, c'est toujours Q égale MC Ah, mais du coup, si on fait Q1 DT. plus Q2, ça sera pas mieux. Non, mais là, c'est l'un égale l'autre. Ce qui était cédé par l'un, c'était reçu par l'autre. Ah, bah, oui, d'accord. Ouais, non. En fait, c'est comme si. Enfin, c'est comme si j'avais écrit. C'est pas le Q2 reçu par le. C'est par le. Mais vous auriez pu écrire plutôt que cédé ici, vous écrivez reçu. À ce moment-là, il y a un moins ici, c'est négatif. Et après, vous dites la somme des deux vaut 0. Je trouvais plus simple, plus intuitif de dire que ce qu'il y en a un a perdu, l'autre l'a reçu. L'inverse, j'aurais trouvé Q1 également Q2. Du coup. Oui, vous aurez écrit Q1 plus Q2 égale 0, c'est Voilà. ça? Ouais. Ça marche aussi. Ça me paraît plus naturel. Dans la conservation de l'énergie, c'est que ce que gagne l'un, c'est ce que l'autre a perdu. Et ces quantités sont égales. Mais bon, enfin, d'une façon ou d'une autre, je pense qu'on est d'accord, il n'y a pas de difficulté là. Par conséquent, on a TE facteur de M1 plus M2 CO. Hein, on est d'accord, c'est ça égale ça, hein, l'idée. Par conséquent, donc ça égale, donc ça c'est d'un côté, et de l'autre, c'est égal à M1 T1
dois avoir un problème de signe, j'ai du mal à donner au tableau. Si ceci égale cela, ah oui, donc c'est que là, il y a un M1 moins. Non, c'est ça, plus, oui. Non, c'est plus, c'est bien ça. OK? Voilà. Alors, la capacité calorifique de l'eau s'en va. Voilà. Parce que c'est le même corps, en fait, quel que soit le corps, si vous partez des mêmes températures avec les mêmes masses, enfin, deux températures différentes avec les mêmes masses, quel que soit le corps, ce sera la même température d'équilibre. Bref, on trouve TE égale M1T1 plus M2T2 sur M1 plus M2. Et on trouve ce résultat très intuitif, au fond, que la température d'équilibre, c'est la moyenne des températures affectées du coefficient masse. C'est normal, hein, puisqu'il y a... Est-ce qu'on a forcément besoin de noter Q1 et Q2? On peut directement noter la formule en haut là. Oui, on peut écrire ça égale ça. D'accord. Mais dans une rédaction, je pense que c'est bien d'expliquer pourquoi... Enfin, mais... En tout cas, le résultat est conforme à notre intuition. La température d'équilibre. Si c'est des masses égales, ben, on trouve exactement la moyenne des deux températures. Si les masses ne sont pas égales, ben, il faut pondérer par la masse de chaque corps. Et on trouve, bon, je ne sais pas, je vous laisse faire l'application numérique. J'ai 45 de 32. Combien? T'as trouvé combien? 32, 45. Ouais, 32,8. 32,8 degrés Celsius. Merci. Voilà. Ok. Deuxièmement, la température d'équilibre est en fait TE', la vraie température d'équilibre, est légèrement plus petite. C'est 31,3 degrés Celsius. Alors pourquoi? Justement parce qu'il y a un peu de chaleur qui est passée dans le vase lui-même. D'accord? Ça a chauffé quand même un petit peu le vase. Il n'est pas parfait, il a absorbé un peu de chaleur. Donc il y en a moins, enfin il y a moins d'énergie disponible dans l'eau, pour l'eau. En déduire donc la valeur en eau du vase et de ses accessoires. Alors, la notion de valeur en eau n'a pas été introduite, mais on comprend un peu ce que ça veut dire. Ouais. C'est la perte. Bah, la valeur en eau, c'est à combien de grammes d'eau ça équivaut l'accessoire, enfin le calorimètre et ses accessoires. C'est-à-dire, c'est comme, enfin, si on considère que ce corps-là a la même capacité calorifique que l'eau, quelle serait sa masse, par exemple? D'accord? Il a fallu donner de l'énergie au vase. Donc il y a une partie, en fait c'est comme s'il y avait trois systèmes. Il y a le système 1, le système 2 et puis le système 3 qui a aussi reçu une partie de l'énergie calorifique. M3, T3. Voilà, c'est ça. Donc on a... On donne la masse du vase? Oui, alors... Oui, enfin... Oui. Oui, c'est ça, oui. Donc on peut dire qu'effectivement, au début... Enfin, le T3, c'est quoi, plus exactement? Oui, c'est ça, c'est la la différence. entre... Non, parce qu'au début, on était à l'équilibre. En fait, quand il y a au début une masse M1 à la température T1, ce T1, donc on suppose que le système il est à l'équilibre, il est là depuis longtemps. Donc en fait, la température du vase, c'est T1 aussi. D'accord. D'accord. On peut le résoudre comme ça. Alors, est-ce qu'on utilise notre intuition confirmée ici dans le cas de deux corps ou on réécrit tout propre? L'intuition, c'est bon. Ok, donc la température d'équilibre, en fait, c'est M1 plus la valeur en eau, ce qu'ils appellent valeur en eau. Je présume que c'est ça que ça veut dire, mais enfin, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre?
ça, donc M1 plus M0 T1 plus M2 T2, tout ça divisé par M1 plus M2. L'intérêt de calculer une valeur en eau, c'est-à-dire comme si la capacité calorifique était celle de l'eau, c'est qu'on continue à avoir le CO qui s'élimine. Hein, l'idée, c'est que ça ne dépend pas du corps. Et là, c'est E', c'est ça? Alors, ça, c'est le prime, merci. Oui. Alors, plus... C'est M1 plus M0. Non, c'est pas la vraie masse. Ouais, c'est l'équivalent de masse d'eau. Voilà. En fait, ce calorimètre est équivalent à une certaine masse d'eau M0. Ok? Good. Bon, ben voilà, donc on nous a tout donné là, il suffit de tirer M0, hein, T' est connu, tout est connu, donc M0 égale, et puis voilà. Ok? On le fait ou... Ouais? On va en avoir besoin, mais on peut peut-être rester analytique pour gagner un peu de temps. Hein, le boulot de conversion, on l'a fait une fois là. C'est bon? Non? Ou vous voulez la valeur numérique? C'était bien de faire celle-là, parce qu'on voit bien qu'on a trouvé un truc plus grand que ce qu'on nous dit là. Donc, ça corrobore l'idée que bah, le calorimètre a pris de la chaleur. Après, les valeurs exactes, enfin bref, d'ici on tire M0. Si on a vraiment un besoin, on le calculera, mais je ne veux pas perdre trop de temps là-dessus, parce qu'on a plein de choses à faire. Donc la température, ok. Troisièmement, le même calorimètre contient M'1. Donc maintenant, on met 100 g d'eau à une haute température, T'1 égale 15 degrés Kelvin, Celsius, pardon. Et donc, pourquoi on peut l'écrire comme ça? La TE là, on dit en suivant le même raisonnement que la question précédente. Ouais, c'est là où je ne sais pas si ce serait peut-être mieux de répéter le raisonnement après. Après, il n'y a pas vraiment besoin, parce qu'il suffit de dire que M1 c'est juste M1 plus M0. Enfin, C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Ça change pas vraiment. C'est vrai, vous avez raison. Ouais, votre camarade a raison. Peut-être la bonne façon de court-circuiter quand même de répéter les mêmes calculs, c'est de dire qu'en fait, tout se passe comme si c'était pas M1, une masse M1 d'eau qu'on avait, mais M1 plus M0. Auquel cas, on n'a plus que deux corps, puisqu'ils partent de la même température. Hein, donc on peut simplement dire, bah, au lieu de M1, c'est M1 plus M0, et à ce moment-là, effectivement, de là, on remplace M1 par un M'1 égale M1 plus M0, en quelque sorte. Donc je pense effectivement c'est la meilleure façon de faire. Bien vu. Alors, en déduire, ouais, ok. On y plonge un échantillon métallique cette fois. C'est de cet échantillon qu'on cherche la chaleur massique. Donc cet échantillon fait 25 grammes et il sort d'une étuve à T'2 égale 95 degrés Celsius. La température d'équilibre est donnée. 16,7 degrés Celsius. Calculer la chaleur massique du métal. Bien, à nouveau, c'est le même raisonnement. Donc, il faut prendre en compte la valeur en eau du calorimètre. Donc, en fait, on a une masse totale, enfin, masse équivalente d'eau qui est M'1 plus le M0 qu'on vient de trouver. Et on peut à nouveau écrire que la température d'équilibre, alors ça je le note comment? M seconde 1. Okay. Donc la température d'équilibre, ça va être M seconde 1 fois T1 plus M, la masse de l'échantillon en question, fois T'2 divisé par M seconde 1 plus M. Ouais. Ah non, 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 non. Ils n'ont plus la même chaleur massique. C'est précisément à ça que ça sert. Pardon, je réponds à votre question, j'ai juste dit une bêtise là. Ah, c'était ça, oui, oui, non, mais vous avez raison. Faut pas aller trop vite. Ouais, on est connecté. 5G.
Donc ça, c'est la nouvelle masse. Donc on va écrire cette fois la même équation, mais attention, le CO va plus simplifier, bien sûr. Donc on a, je l'écris là, on a m seconde 1 CO fois T équilibre moins T1. Ça, c'est l'énergie. Et nous sommes appelés T dans l'énoncé. Ouais, on l'appelle T. Oui, il faut respecter un On peu. peut bien l'appeler T, c'était pour être explicite. Ok. Ça, c'est l'énergie gagnée par le vase plus l'eau. Et cette énergie gagnée, c'est l'énergie cédée par le corps, c'est-à-dire sa masse fois sa capacité, sa chaleur massique, fois la variation de température, c'est-à-dire T'2 moins T. D'où l'on tire T égale, donc M'1 plus M0 égale si M'1 plus M0 CO T1 non, T'2 A ouais, ok, moins plus, non, plus, oh là là Non, là. non c'est ça, plus MC T'2 divisé par M'1 plus M0 CO plus MC. Voilà, donc cette fois c'est la moyenne des températures affectée du coefficient, non pas masse, mais masse fois chaleur massique. Même ici, on demande de déterminer en. C'est C qu'on dit. Alors voilà, donc ça c'est la relation, et maintenant on cherche C. Mais dedans, on peut Ah C aussi. Oui, justement, c'est Oui. Ah oui. pour ça que je le fais. C'est plus simple. C'est un petit peu plus simple. Ok, donc C égale. Ok. C égale. Donc, merci, M'1 plus M0. T moins T1 sur T'2 moins T. Voilà. Donc sur M. Fois CO. Effectivement. Voilà. Oui. Mais moi, j'ai pas compris pourquoi on pose une masse équivalente ici alors qu'on pourrait. Non, mais en fait, je l'ai même retiré là. C'est ça en fait. C'est ces deux masses là. Non, pardon, vous vouliez dire quoi? Non, c'était par rapport à M0. En fait, je comprends pas ce que c'est ici. Ben, en fait, tout se passe comme si ce calorimètre, c'était une masse M0 d'eau. Du point de vue des échanges de chaleur, ça se comporte comme si c'était de l'eau avec une masse M0. C'est ça qu'on a trouvé dans la question d'avant. Ah d'accord, on considère encore le calorimètre. Ah oui, c'est le même calorimètre. En fait, c'est ça, c'est que vous pouvez mesurer la chaleur massique C en mesurant l'élévation de température de 100 grammes d'eau, à condition que vous sachiez comment réagit le calorimètre. Sinon, vous allez faire une petite erreur. Donc d'abord, la première partie de l'expérience, c'est on mesure la valeur en eau du calorimètre, en mettant juste de l'eau, et on voit comment ça se comporte. Et ensuite, connaissant cette valeur en eau, on peut mesurer précisément la capacité calorifique de n'importe quel corps qu'on va plonger dans l'eau. Sinon, M0, c'était 22,5 grammes. Ah, merci. M0 égale 22,5 grammes. Voilà, notez-le ceux qui voudront vérifier l'application numérique ou s'entraîner. Voilà. Et ça fait donc du coup M'1. Bon, bref. Ok? Bien. Exercice 3. Je vous ai prévenu, ça va bourrer aujourd'hui. Exercice 3, masse d'air dans une pièce. Ça, c'est pour avoir un petit ordre de grandeur en tête. Quelle est la masse d'air de masse molaire 29 grammes par mol, vous pouvez rajouter mol moins 1, contenue dans une pièce parallélépipédique
de dimension 5 mètres par 3 mètres par 3 mètres sous une atmosphère. Et on n'a pas donné sa température? 20 degrés. Ah, oui, parce que sinon il y a un petit problème. Merci. 20 degrés Celsius. Ok, bon bah PV égale NRT, hein. Mais monsieur, Oui. excusez-moi, que vaut C de l'eau? La valeur de C de l'eau? Ah, c'est toujours 4,18. Ah oui, non. Ah oui, oui, oui. Non, ça il faut le savoir en fait. C'est pas précisé. 4,18 joules par gramme. C'est pas connecté. Ah si. Parce que c'est la définition. Ah oui, Enfin, joules par gramme et par Kelvin, pardon. Parce que c'est la définition de la calorie. Vous vous rappelez, une calorie, c'est la quantité de chaleur pour élever 1 gramme d'eau de 1 degré. Alors, comme ça dépend un peu de la température, il faut dire entre quelle et quelle température. Et c'est là que vous avez rappelé que c'était entre 14,5 à 15,5 degrés Celsius. Voilà. Donc, c'est pour ça, enfin, ça c'est la définition de la calorie, et par conséquent, ça veut dire que c'est la capacité calorifique de l'eau, en tout cas à cette température-là, et ça varie assez peu, à moins qu'on change considérablement la température. Par conséquent, donc la capacité calorifique de l'eau, c'est ça. Vous avez pris comme exemple 14C? Non, c'est pas un exemple, c'est la définition de la calorie. Ah bon? Ouais. D'accord. C'est... Voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de raison d'utiliser la calorie comme unité de chaleur massique, puisqu'on sait relier les calories au joule. C'est juste une énergie. Maintenant qu'on a compris que la chaleur, c'est très précisément une énergie, eh bien, il n'y a aucune raison d'utiliser autre chose qu'unité d'énergie. Mais on continue à le faire, comme vous voyez dans ces exercices, mais on le voit partout. Hein, vous prenez une barre de Mars, c'est marqué combien il y a de calories. Alors maintenant, et c'est depuis seulement peu de temps, qu'ils convertissent en joules. Vous pouvez regarder dans les trucs alimentaires, là, quand ils vous donnent le nombre de calories, ils mettent entre parenthèses tant de kilojoules par 100 grammes, etc. Mais vous voyez qu'on utilise encore les calories. Si vous voulez faire un régime, vous faites attention aux calories que vous mangez, ce qui est complètement idiot. Vous devriez faire attention aux joules que vous mangez. Mais, comme quoi, les habitudes sont difficiles à éliminer. Ça fait des siècles. Mais on parle encore de calories. Bon, bref. D'ailleurs, en joules, vous consommez moins qu'en calories. 4,18 fois moins. Bon. Ah oui, alors la masse. PV égale NRT. On va en déduire le nombre de moles qui vaut PV sur RT. Et une fois qu'on a le nombre de moles, on a la masse qui est simplement le nombre de moles fois la masse molaire. Par conséquent, la masse qu'on cherche, petit m, ça va être P V M sur RT. Bon, bah, il n'y a plus qu'à calculer. On va faire l'application numérique parce que c'est intéressant d'avoir cet ordre de grandeur en tête. Alors, une atmosphère, c'est... Alors, il faut tout exprimer en unité standard. Hein. Donc, c'est des pascals, unité de pression, une force par unité de surface. Et ça fait à peu près... Enfin, ça fait 10 puissance 5. En fait, c'est 1,013 10 puissance 15. Mais bon, hein, on met 10 puissance 5. En volume, le volume, c'est simplement le produit. Donc, 5 fois 3 fois 3, ça fait 45 mètres cubes. Merci. 45 mètres cubes. Fois la masse molaire, on a dit... Alors, attention, on a dit 29 grammes. Alors, on peut le laisser en grammes, mais il ne faudra pas oublier que ce qu'on va trouver à ce moment-là, ça reste des grammes. Ou alors, on le met en kilos et on va trouver des kilos. Comme vous voulez. Allez, on va mettre des kilos. 2,9, 10 moins...
Oui, 29 grammes, ça fait 2,9 10 moins 2 kilos. Divisé par R, dans le système d'unité internationale, c'est à peu près 8, 30 et 314. Vous êtes au troisième chiffre. 8, 314 fois la température, on a dit 20 degrés, donc attention, convertir en Kelvin bien sûr, 293,15 pendant qu'on y est, égal, je vous écoute. 53,6 kg. 53 kilos. Ouais. Mais bon, Laetitia ne me fait pas confiance, donc on va refaire le calcul. Elle va le faire, elle va le faire. Moi, la calculatrice, elle est limite. Ah ouais, vous faites moins confiance encore à la calculatrice que... Donc, en moi, je moins confiance en moi pour les Donc 53, on attend une confirmation. Vous aussi, vous l'avez? Non, c'est trop. La masse volumique de l'air, ça serait 1 kg par mètre cube. Kilo. Si vous avez bien mis 2,9 10 moins 2, 6, à ce moment-là, c'est des kilos. Tout le monde est d'accord? C'est lourd, non? L'air de rien. Non? C'est l'air de rien qui a fait son petit effet. Ah ouais? Ben, moi, je suis quand même un peu surpris de ce résultat, pas vous? Il faut calculer par mètre cube combien ça fait. Oui, oui, c'est simple, hein, il y a 45 mètres cubes, donc ça fait à peu près 1 kg par mètre cube, un peu plus d'1 kg par mètre cube. Bon, c'est la valeur qu'il faut avoir en tête, effectivement, mais ça veut dire que voilà, dans une pièce comme celle-ci, il y a des kilos d'air. On s'en rend pas compte, mais ça pèse. Ben oui, on soutient beaucoup comme ça. Hein? Alors en fait, on est surtout aidé par l'air du dessous qui nous pèse. C'est pour ça qu'on ne se rend pas compte parce que la pression est la même partout. Mais en fait, la pression est colossale. C'est 10 puissance 5 Pascal. 10 puissance 5 Pascal. Des Pascal, c'est quoi? C'est des newtons par mètre carré. Hein? Donc sur chaque mètre carré, il y a 10 puissance 4, il y a 10 puissance 5 newtons. 10 puissance 5 newtons, si on prend G égale 10, 10 puissance 5 newtons, c'est le poids de 10 000 kilos. Oh. Bref. C'est bon? Allez. Question? Exercice 4. Exercice 4. Allez. Oh, 760. Non, 760. Je sais pas. 764. Oui. Ok. Il est quelle heure d'ailleurs? Parce que je voudrais aussi faire des exos. Il nous reste 1 heure. Une petite heure. Ok, on y va. Exercice 4. Transformation d'un gaz parfait. Il reste que 2 exercices dessus. Oui, mais après, il y a tous les exos sur l'entropie. Je voudrais passer un peu de temps quand même sur l'entropie. C'est pour ça que... Un cylindre vertical fermé... Ah oui, alors celui-là, en plus, il est un petit peu... Il est intéressant, mais un petit peu délicat éventuellement. Alors, un cylindre vertical, à peu près vertical. Fermé aux 2 extrémités, séparé en 2 compartiments égaux par un piston coulissant sans frottement. Oui. Ça confirme, hein? Voilà. Il est homogène. Ah non, non, non! Le cylindre, mais le piston est aussi de forme cylindrique. Ah. Et le piston est homogène.
La masse de ce piston par unité de surface est sigma. 136 grammes par centimètre carré. Les deux compartiments de hauteur H0 égale 50 cm contiennent un gaz parfait à T0 égale 0 degré. Donc T0 en haut, T0 en bas. Chacun a une hauteur identique au départ, en tout cas H0 50 cm. Donc si on néglige l'épaisseur de, ce qui est le cas d'ailleurs du piston, au total, le cylindre fait 1 mètre de haut. La pression qui règne dans le compartiment inférieur est P0 égale 100 cm de mercure. Vous savez convertir un centimètre de mercure en... Une atmosphère, c'est 760 Une atmosphère égale 760 millimètres de mercure. Hein. Donc 76 cm de mercure. Ok. On chauffe le système à T1 égale 100 degrés. Quel est le déplacement du piston? Intéressant ça. Vous trouvez pas? Mais si. Alors, une petite analyse qualitative d'abord de la situation. Il y a la même température, la même hauteur de chaque côté. Que peut-on dire des pressions et des quantités de matière? Alors, elles sont les mêmes ou elles ne sont pas les mêmes? Alors là, il y a une fois, elles sont les mêmes. Le fait que je pose la question incite peut-être à répondre que c'est pas sûr, au moins. Au niveau de la variance, combien il y a de paramètres Ah, voilà. Exactement. Il y a le piston qui pousse, là. Donc, en fait, si on fait le bilan des forces sur le piston, il y a la pression du dessus qui pousse vers le bas, la pression du dessous qui pousse vers le haut, et le poids du piston. Alors, il faudrait faire... Alors, écrivons ce bilan des forces, juste pour le plaisir. Peut-être qu'on n'en aura pas besoin, peut-être qu'on en aura besoin, mais on se fait plaisir. L'équilibre du piston. Le poids, mg vers le bas. Je mets les normes, c'est tellement évident la direction des forces, on va directement écrire que la somme des forces vers le haut est égale à la somme des forces vers le bas. Tout est orienté verticalement, très simple. Donc le poids vers le bas, plus la force que le récipient en haut exerce sur le récipient en bas. Alors si je vais appeler P+, la pression dans le compartiment supérieur. Donc vers le bas, on a P+, fois la section du cylindre. P plus S. Je ne sais pas si on nous donne... Non, on ne nous donne pas le volume. Enfin, peu importe. On nous donne la section? Non, on nous donne la section du piston. Oui, bah c'est la même. Oui, voilà. Ah non, mais on ne nous donne pas la section. Non, mais bon. Sinon, on divise tout pareil, c'est comme ça. Oh oui, de toute façon, tout ça va. On va voir ce que ça donne. Donc, ça, c'est la force qui s'exerce vers le bas sur le piston. Et ça doit être égal à la force qui s'exerce vers le haut sur le piston, c'est-à-dire P0S. Par conséquent, il y a effectivement une différence de pression entre le dessus et le dessous. P plus moins P0 égale mg sur S. Moins mg sur S. C'est en bas qu'il y a plus de pression, bien sûr. Je vais faire ça. P0 moins P plus égale mg sur S. Bon, c'était juste pour le fun, on ne nous a pas demandé ça.
On nous demande quoi par contre? Oui, donc, alors oui, c'est ça. Maintenant, on va chauffer. On va chauffer les corps et il va y avoir la même quantité de matière des deux côtés. Et donc les pressions vont à nouveau évoluer. Et rien ne garantit que l'équilibre des pressions, qui sera à nouveau ceci, avec des primes partout si on veut, rien ne garantit que l'équilibre des pressions corresponde à la même position du piston. Alors comment on va gérer ça? Qu'est-ce qui se passe quand on chauffe? Les pistons, les pistons à fond, Le piston ne fondra pas, c'est une hypothèse implicite. Il va y avoir ces dilatations. Ouais, il y a des dilatations, ouais, c'est sûr. La pression va augmenter, ouais. Elle va augmenter des deux côtés. En fait, c'est ça. En chauffant, on chauffe les deux parties en même temps. Hein. Tout va passer de T0 à T1. Donc la pression va augmenter partout, mais on doit toujours avoir, à l'équilibre, on aura toujours cet équilibre-là. Mais avec des P+' et P0'. Hein. Donc il faut arriver à relier ces nouvelles pressions à la nouvelle température. On réécrit PV égale nRT, sachant que la quantité de matière est la même. J'aime bien ça. Alors effectivement, une chose est sûre, c'est que la quantité de matière en haut et en bas sera la même. Par conséquent, alors avant le chauffage, je vais mettre à température T0, donc avant le chauffage. En l'occurrence 0 degré Celsius, enfin T0. On a, alors en bas, on a P0 fois V0. V0 étant, je peux l'écrire là, H0 fois S, d'accord? La section fois la hauteur. V0, c'est le volume au début dans les deux parties. Donc en bas, P0, V0 égale N, je mets un moins pour ce qui est en bas, et puis je mets un plus pour ce qui est en haut, ça vous va? Une convention. Donc, ah non, mais N, c'est justement pas forcément le même. Parce qu'en fait, voilà, oui, si au début, ils ont le même volume et la même température, d'accord? Ils n'ont pas la même pression, puisqu'il faut qu'il y ait une différence de pression. Mais on n'a pas dit que la quantité de matière, c'était la même. On a dit qu'elle ne changeait pas pendant des C'est vous qui avez dit ça? Non, j'ai pas dit ça. Si. Non. Mais si. Non. J'en suis sûre. Non, j'ai jamais dit ça. Non. C'est simple. La vidéo a tout enregistré. On verra si j'ai dit ça. On verra. Et si jamais je l'ai dit, je couperai au montage. Pour avoir raison. Non, je ne pense pas que j'ai dit. En tout cas, si je l'ai dit, c'était une erreur. On vérifiera. Mais justement, j'ai fait ce petit calcul pour vous montrer que la pression n'est pas la même. Et comme c'est le même volume et la même température, si la pression n'est pas la même, c'est que le nombre de moles n'est pas le même. Puisque PV égale nRT. Donc ce n'est pas la même quantité de matière en haut et en bas. Donc j'appelle N- et N+, ces quantités de matière-là. Et celles-ci ne vont pas changer ensuite. Alors P0, V0 égale N- R fois T0. Et puis en haut... Monsieur, Oui. comment c'est possible qu'il y ait une quantité de matière qui change s'il y a le piston? Non, ça ne changera pas. C'est juste qu'au début, on n'a pas mis la même chose. Non, attention. Le fait que les quantités de matière en haut et en bas ne changent pas n'implique pas que ce soit la même quantité de matière en haut et en bas. Il y a des quantités différentes et on s'est débrouillé pour que, à l'équilibre à la température T égale 0 degré, le piston soit au milieu. Et ça implique qu'en fait, il y a une plus grande pression en bas qu'en haut, puisqu'il faut en plus supporter le poids du piston.
il y a une plus grande pression en bas qu'en haut, par conséquent, il y a plus de matière en bas qu'en haut. Ça, c'est pas encore. Bah si, qualitativement, si la pression est plus grande là que là, si c'est la même volume, la même température, PV égale nRT, si vous voulez une pression plus grande, il faut un N plus grand. Et je vais l'écrire là tout de suite d'ailleurs. P plus V0 égale N plus RT. 0. D'accord? Donc là, j'ai écrit simplement l'équation. Ça, c'est avant, c'est AT0. C'est-à-dire au début. État initial. Maintenant, à T1, c'est-à-dire à la fin, 2 points. Alors, en bas, on a, comment on va l'appeler, P'-. P0 prime, c'est plus simple. Pourquoi P0? parce qu'on était dans le P0. Ouais, Ou pas en exposant ok, si vous voulez. En fait, c'est que ce P0, ça aurait été plus astucieux de l'appeler P-. Ok, c'est dans l'énoncé. P0' fois... Alors le nouveau... Alors c'est là où je vais quand même l'appeler V-. D'accord? Le volume qu'il y aura en bas. Ça, ce sera égal à N- R T1. Et puis en haut, on aura alors P plus prime fois V plus qui va être égal à N plus RT1. Ok? Donc on a écrit ce qu'on savait, et maintenant on peut juste espérer que ça suffit. Alors on va voir les inconnus, les équations, et on va voir ce qu'on peut faire. S'il manque quelque chose, on réfléchira pour voir quoi. On va déjà analyser le problème. Oui? Si, dans l'encadrement, si T0, c'est 0. Si T0 c'est? Ah non, c'est bon. C'est 0 degré, pas 0 Kelvin. Oui. C'est bon. Ok. Utilisation par rapport. Là, du coup, je serai dans le poids volume. Donc, on nous demande quoi au juste? Ah oui, on nous demande les volumes en fait. Hein. On nous demande la position du piston. On est d'accord que V-, ça va être H0 plus petit h S, si j'appelle petit h le déplacement vers le haut. D'accord? À partir de là. Pardon, ok. Et V+, ça va être H0 moins petit h S. Non, non, peut-être que H est négatif, mais je peux toujours l'écrire comme ça. Valeur algébrique. Valeur algébrique. C'est le joker du physicien, tu demanderas à Thomas. Quand tu me dévoiles, il fait valeur algébrique. Ok? Donc, j'ai pas dit que H était positif. D'ailleurs, j'avoue pas avoir beaucoup d'intuition sur l'affaire. Sans réfléchir, là, comme ça, est-ce que ça va aller vers le haut ou vers le bas? J'ai envie de dire vers le haut quand même. Mais c'est si facile de se tromper sur ce genre de truc. Mais je pense quand même. On va voir. Ok, donc ça, c'est une chose. Il ne va pas vers le haut, parce que quand on met de l'air chaud, par exemple, avec un avion en papier, il monte. Oui, mais là, on chauffe le haut aussi. Hein. Ah ouais. On chauffe les deux côtés d'autant. Si ça se trouve, le résultat, c'est la même chose. Je ne sais pas, je préfère pas faire jouer une intuition qui est probablement fausse. On va calculer, c'est à ça que ça sert la physique. Merci. Ok, alors, donc ça, voilà. Qu'est-ce qu'on veut écrire d'autre? On a déjà écrit ça. Il faut caractériser l'équilibre. À l'équilibre, on aura à nouveau la différence de pression qui est égale à mg sur S. Ce raisonnement-là, il est valable à toutes les températures. Ça ne peut pas intervenir à température. Donc je peux également écrire que P0'
moins P plus prime est égal à Mg sur S. Bon, alors quels sont les inconnus là? Petit h que je cherche. Ensuite, j'ai P0' que je ne connais pas. J'ai P plus prime que je ne connais pas. P plus, on est d'accord que je le connais, parce que je l'ai dit ici. D'accord? Oui. Ah non, j'ai pas S. Mais j'ai la surface, comment ça s'appelle ça? Mais non, mais ça, c'est... Non, on n'a pas la surface. Non. Après, c'est pas Non, grave. on a M sur S. C'est stigma. On a les sigma là. Ça me donne une idée. On a M sur S, on a sigma, exact. Voilà, je vais l'écrire là, vous avez raison, égal sigma G. Donc, on a P0, c'est pas une inconnue. Enfin, oui, P0 c'est donné. On a donc P+, qui n'est pas une inconnue. Si on a P+, on a N+. Si on a N+, donc on a ici H et P'+, donc là il y a bien deux. Et puis T1 aussi, si non, T1 est connu, bah, je pense qu'on a assez alors. Hein. Bon, on va essayer de résoudre, j'ai l'impression qu'on a assez. De toute façon, je ne vois pas quoi dire d'autre, donc espérer qu'on a assez. Ok, alors à vous de jouer. Comment on va être astucieux là pour résoudre ça? On cherche petit h, hein, d'accord? Donc on va déjà réécrire tout ça. En fait, on peut réécrire tout ça avec les h, et puis après on va reporter là-dedans. Et puis je pense que ça va fonctionner. Donc je réécris ça. Je vais écrire. En fait, je vais remplacer ça et ça parce que ça vaut là. Et là, on peut continuer à écrire sigma g. Voilà. P'0, c'est donc n- qui vaut P0, P0 sur RT0. Ça, c'est n-, fois R fois T1, ça, divisé par V-. Et V-, c'est H0 plus H, S. Ça, c'est P'0. Moins d'accord, je mets ces lignes intermédiaires pour que vous ne perdiez pas. Ah. C'est V-, V+, ça devrait être des V'-, V'+, mais on les appelle comme ça parce qu'au début c'était V0. C'est les valeurs précaires. Si vous voulez que je mette des primes, je veux bien, mais ça ne sert à rien, c'est des valeurs intermédiaires. Ok, moins P'+, alors P'+, c'est N+, et N+, c'est P+, V0 sur RT0. Donc on a dit, je suis là, donc N+, fois RT1, le tout sur V+, et V+, c'est H0 moins H, S. Et tout ça, ça doit être égal à sigma G. Alright? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça déjà? Bon, les R s'en vont, les grands R là, pouf, pouf, pouf. Ensuite, simplifié par S. ben non, pas là. Ben, c'est pas grave, on va multiplier par S. On cherche quoi? On cherche H. Peut-être qu'il va manquer une grandeur là. On va voir. P0, machin, ouais. Je suis fatigué là, aidez-moi, P0, donc R sont... Allez, je simplifie un peu brutalement, on va voir ce que ça donne. P0
V0, tout ça est connu. Donc je vais tout diviser par P0. Donc j'ai T1 sur T0 H0 plus HS moins... Mais la seule inconnue, c'est H, non, monsieur? Ouais, on va peut-être essayer de mettre ici le P+, en fonction de ce qu'il vaut là-bas. Ouais. Ou on résout d'abord un peu. Oh là là. On peut mettre un énorme truc en facteur. Ouais, on peut mettre pas mal de trucs en facteur. Ouais, mais pas tant que ça. T0, RT1, T0, RT0, T0, S. Excusez-moi. Comment ça marche ça? Excusez-moi. Une seconde. Je dis que je suis en cours. Bon, ça va marcher, mais ça va être un peu pénible. Et on peut Peut-être plus y prendre mieux, pas sûr. pas poser le système où on inclut justement n- et de deux côtés qui est égal l'un à l'autre. Enfin, si. N c'est égal à n plus. Écrire que n-. Écrire que P0 V0 sur RT0 égale P'0 V- sur RT1. Ouais. Ouais, c'est peut-être bien ça. Possible. Ouais, c'est peut-être pas mal. Et pareil pour N+. Pareil Ouais. pour n+, et sachant qu'après il y a sigma g, enfin sigma g c'est égal à sigma g aussi, on peut. Enfin dans les deux cas, P0' Ouais. plus, enfin moins P0. Alors écrivons, donc ça c'est N- égale N-, et là N+ égale N+, ça nous fait P plus V0 sur RT0 égale En fait, il a remis P' plus V+ sur RT1. il Ça. avait déjà remplacé en fait. Oui, oui, j'avais déjà remplacé. Mais c'est ça que j'avais fait en fait. C'est ça que j'avais fait, mais est-ce qu'on peut faire mieux à partir de ça? Parce que du coup, on a directement. On se débarrasse du S quand on écrit ça comme ça. Ouais, ce qui me plaît ici, c'est que les H sont en haut. Donc là, on peut remplacer ça par, c'était V0 là, par H0 plus H. Non, c'était quoi là? Merde. V0. Oui, mais ça c'est connu, d'accord. Et là, on a H0 plus H fois S. Et là, en fait, ça c'est H0 Mais monsieur, fois S. Donc on a ça. Attendez, juste, j'écris ça. H0. Et ça, c'est H0 moins H. OK? Don't forget the parenthesis. OK? Là, c'est pas mal, là. Ça, c'est pas mal, non? monsieur, Ouais. vous voyez la première équation, oui, celle-ci, et on sait que HS c'est V0 sur H. De cette relation V0 égale à H0 S, on prend S égale à V0 sur H, Ouais. on injecte là, et on a une seule inconnue. Donc là, il y a H, du coup. Il y avait V0 sur S, C'est donc H0. ça c'est H. Oui. Et là aussi, V0 sur S, c'est H. C'est ça? H0. H0, H0, oui, pardon, merci. Oui, voilà. Oui. Ah oui, et là, il y a 0 Il y inconnu a là-dedans. une seule inconnue. Il n'y a que H. Ah oui, donc c'était fini en fait. Il faut juste résoudre ça. Oui, c'est fini. Bon, ok. Alors, sauf que ça a l'air d'être un truc du Oui, non. second ordre, là. C'est ça qui me gêne un peu. Ça a l'air d'être un truc du second ordre, mais c'est peut-être le cas. Ah, parce que là, si on met ça au même dénominateur, il va y avoir du h carré, et du h en haut, du h carré en bas, on le passe là, et ça fait une équation du second degré.
qu'on résout et on a le résultat. On ne va pas perdre du temps algébriquement là-dessus, mais en tout cas, effectivement, il suffisait d'écrire ça, le problème est résolu, après c'est de l'algèbre. Oui, pardon. Qu'est-ce qu'elle fait l'énergie interne, la variation d'énergie interne? Alors l'énergie interne, c'est une bonne question. C'est une complètement autre question, mais alors c'est une bonne question. Parce que je me demandais si D'après on vous. peut passer par là. Ah, Là, il faudra quand même écrire. En fait, on n'a rien fait d'autre là, du coup, que écrire l'équation d'état des gaz parfaits, c'est-à-dire on a écrit que la quantité de matière était la même avant et après de chaque côté. Et il faut de toute façon écrire qu'on est à l'équilibre. Donc il y a l'équilibre des pressions. Ça, on n'y coupera pas, puisque c'est ça qui définit la position finale. Est-ce qu'on peut pas... est-ce qu'on peut dire delta E égale delta W plus delta Q, et avec delta W, est-ce qu'on peut revenir au travail de la force qui pousse le piston? Rien à voir. C'est une vraie question. Non, mais c'est une très bonne question. Faisons le bilan énergétique de cette transformation. Qu'est-ce qui va se passer pour le donc delta U? Ça va être chaque gaz a élevé sa température, par conséquent a reçu de l'énergie. Après, il y a eu des travaux internes. Le piston est adiabatique ou pas d'ailleurs? Ah oui, non, mais c'est ça. Il n'est pas dit que le piston est adiabatique. Donc on peut faire un bilan d'énergie si on veut, mais pas le piston, le cylindre qui contient le gaz. Lui, il a pu recevoir. D'ailleurs, il a reçu de la chaleur puisqu'on a chauffé l'ensemble du gaz. Donc c'est-à-dire qu'on a rentré là-dedans de la chaleur. Et après, juste on regarde comment ça s'équilibre. Maintenant, oui, on peut faire un bilan d'énergie, mais on ne va pas obtenir comme ça le résultat, puisqu'on ne sait pas combien d'énergie on a mis dedans. Mais on peut le déterminer après coup. Je pense, voyons. Si c'est un gaz... Alors c'est un gaz parfait, effectivement. On ne peut pas utiliser Si. 3,5 de... Ouais, alors donc delta U, c'est... Oui. Donc c'est CV delta T. Plus le travail. Oui. Donc ça c'est l'énergie interne du gaz. Donc pour la partie supérieure, delta U+, ça va être CV, c'est-à-dire N plus R. D'accord? Le CV sur gamma moins 1. Et on y revient, d'accord? CV delta plus. Ça, c'est l'énergie interne. Parce qu'un gaz parfait a une énergie interne qui dépend que de la température. Donc ça, c'est ce qu'a gagné le corps. Ça, c'est le CV total qui prend en compte le nombre de moles. Hein. C'est pas molaire, ni massique, c'est le total. On pourra voir. En bas, on a gagné, donc pareil, c'est le même CV. Delta T. En fait, ça, c'est T1 moins T0. Hein. C'est ça le truc, c'est qu'on connaît la variation de température. D'accord? Donc, on sait ce qu'ont gagné les gaz. Et attention, il y a eu aussi une augmentation de l'énergie potentielle de pesanteur. Ah oui. Le système global a aussi reçu cette énergie. Enfin, sigma S M fois G fois le petit h en question. Voilà. Donc ça, vous pouvez écrire ça, bien sûr. Tout ça, ça va être égal à la quantité de chaleur qui a été fournie au système. Mais vous ne savez pas quelle quantité de chaleur a été fournie au système. Mais ça pourrait être, on ne sait pas. Non, on sait juste qu'on s'est débrouillé pour chauffer le système de façon à ce qu'il passe de la température T0 à la température T1. On n'a pas dit combien ça nous coûtait. Mais si on posait ensuite la question, déterminer la quantité de chaleur qui a été donnée au système par le chauffage, eh bien, il faudra prendre en compte l'élévation de l'énergie interne de chaque partie du gaz et pas oublier qu'au passage, on a fait monter le piston quand même. Donc, on a donné plus d'énergie au système que juste ce qu'il a fallu pour élever la température des deux corps
enfin des deux compartiments, puisqu'en plus il a fallu dépasser le piston. Et ça, c'est l'énergie, vous voyez, c'est l'énergie calorifique qui a fait monter le piston au départ. On n'a fait que donner de la chaleur au système. Et si on fait la conservation d'énergie, c'est... Si, Parce qu'avant, ça plus ça plus ça égale Q qui a été donné au système. Ouais, d'accord. Voilà. Alors si on vous disait combien on donne, alors à ce moment-là, vous pouvez l'écrire le bilan. Sinon, en fait, ça pourrait être une très intéressante question à la fin du problème, déterminer la quantité de chaleur qui a reçu l'ensemble du système. Ouais. On ne doit pas rajouter un N devant les CV. Bah, non, j'ai dit ça, c'est le CV total, donc c'est pas molaire. Sinon, voilà, en fait, c'est ce truc-là, c'est NR sur gamma moins 1, c'est ça pour un... Ah, je pensais surtout à la capacité molaire parce que je mesure là comme ça, on dirait Enfin, que les deux sont les mêmes. Ah bah c'est... Ah oui, oui, je vois ce que vous voulez dire. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord. Donc ça, c'est le... Ouais. Donc ça, c'est CV+, merci, vous avez raison, CV+, CV-. Bien vu. C'est le CV global. Un petit rappel, alors que vos CV pour un gaz parfait, à retrouver facilement à partir de... Donc vous avez gamma qui vaut CP sur CV, n'est-ce pas? Et vous avez, relation de Mayer, CP moins CV égale NR si c'est pas molaire. Si c'est molaire, c'est ça. Donc CP c'est CV fois gamma, donc c'est ça, gamma moins 1 CV égale NR, donc c'est ça, CV égale NR sur gamma moins 1. Et CP bien sûr égale gamma sur gamma moins 1. Ok? Savoir retrouver ça. Hein? Donc le bilan d'énergie, on peut le faire et on peut ainsi en déduire quelle quantité de chaleur a été donnée au total au système. N'oubliez pas l'élévation de l'énergie mécanique du système. Right. What time is it? Ouais, il reste une demi-heure. Je crois qu'il va falloir que on passe à... Ouais, il faut qu'on fasse un petit peu d'entropie quand même. Hein. Donc, essayez de faire le 5. Si vous avez des soucis, on peut le traiter, vous me direz. On peut aussi prendre 10 minutes demain si vous voulez. Oui, après tout. Ouais. Oui, on pourra. Mais là, il faut faire un petit peu d'entropie parce que c'est quand même un truc important, comme vous pouvez vous en douter. Alors, c'est l'autre feuille que je vous ai distribuée la dernière fois. J'ai ici. Vous en avez? Ouais. Bah, je vous donne ça et un peu. Ah! Où? Ah! CP sur CV égale gamma par définition de gamma. Et ensuite CP moins CV qui vaut N fois R. Ça, c'est la relation de Mayer qu'on avait déterminée la dernière fois. Donc ça, vous tripatouillez et vous obtenez ça. Et CP égale gamma fois ça. Okay. Bien. Alors c'est parti. Calcul de variation d'entropie. Donc c'est le grand A là, sur la feuille polycopier. Donc exercice 1, enfin, le grand A 1. Transformation irréversible. Deux solides de même masse M, de même chaleur massique C, supposée constante, donc indépendante de la température, et de température initiale T1 et T2 respectivement, sont placés dans une enceinte adiabatique. Ils sont alors mis en contact. Donc enceinte adiabatique. Un corps de masse M1, non, de même masse d'ailleurs, M, et de même capacité calorifique, C. Donc on démarre à T1 et T2. Et on nous demande de calculer la température finale T0 à l'équilibre. Et d'en déduire la variation d'entropie.
Alors, par définition de l'équilibre, ça c'est le principe zéro de la thermodynamique, à l'équilibre thermodynamique, la température est... Il y a une température unique, hein, c'est ça qui définit la grandeur température. Donc on sait que, alors comment il faut la noter, T0, voilà. T0 est identique pour les deux corps à l'équilibre. À l'équilibre. Donc en fait c'est T'1 qui vaut T0 et T'2 aussi qui vaut le même T0. Et on nous demande quel est ce T0. Eh bien, on va faire exactement comme on vient de faire. C'est dans une enceinte adiabatique. Par conséquent, il n'y a que ces deux systèmes au monde. Il n'y a pas d'énergie qui est fournie à l'extérieur. Il n'y a pas d'énergie qui est reçue de l'extérieur. Les seuls échanges d'énergie thermique sont entre les deux corps. Donc, le premier corps, enfin, il y en a, donc, Q1 reçu par le corps 1. Je réécris exactement ce qu'on a écrit tout à l'heure. Ça, c'est Q1 égale MC T0 moins T1. D'accord? Variation de température, c'est constant. Q2, alors cette fois reçu par le corps 2, je ne sais pas lequel est le plus chaud. Donc, je ne saurais pas dire lequel va recevoir effectivement une quantité positive, lequel va céder une quantité positive. Mais je peux écrire donc que la quantité reçue par le corps 2, c'est MC T0 moins T2. Alors évidemment, c'est celui qui est plus chaud qui va donner, celui qui est plus froid qui va recevoir. Et ce qui est certain, c'est que Q1 plus Q2 est égal à 0. Par conservation de l'énergie. Ça, c'est l'application du premier principe. Et donc, j'en déduis que T0 moins T1, c'est égal à T0, enfin, T0 moins T1 plus T0 moins T2, c'est égal à 0. Par conséquent, T0, c'est T1 plus T2 sur 2. Autrement dit, si vous avez les mêmes masses et les mêmes capacités calorifiques, la température d'équilibre est simplement la moyenne des deux. Ce n'est pas une grande surprise. C'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. On avait fait la moyenne des températures affectées du coefficient masse. Ici, le coefficient masse est le même pour les deux. Donc, on retrouve exactement la même chose. J'ai pas besoin de le commenter davantage. Par contre, on nous demande maintenant quelque chose qui a trait au second principe, c'est quelle est la variation d'entropie de l'ensemble et quel est son signe. Alors, alors je vous écoute. Alors, la transformation est peut-être réversible, peut-être irréversible. Mais c'est précisé. C'est dit que c'est irréversible. Oui, enfin ça c'est le titre, on va montrer que c'est D'accord. Et l'objectif. que globalement c'est irréversible. Mais pour chaque corps, alors donc là c'est un point important. Chaque corps peut très bien voir sa température augmenter ou baisser de façon réversible. On peut chauffer un corps de façon réversible, on peut le refroidir de façon réversible. Mais l'entropie est une fonction d'état. Par conséquent, la variation d'entropie entre un état et un autre ne dépend pas du chemin choisi. C'est juste l'état final, il est ce qu'il est, l'état initial, il est ce qu'il est. À chaque état correspond une valeur de l'entropie, c'est une fonction d'état. Par conséquent, la variation d'entropie, c'est égal à l'entropie de la fin, de l'état final, moins l'entropie de l'état initial. Peu importe la manière dont on est passé de l'état final à l'état initial. Donc, on va considérer la variation du corps 1 plus la variation du corps 2. Et la variation d'entropie du corps 1,
je vais la calculer, si on veut le delta S total, ça va être la somme des ds1 plus la somme des ds2. Donc ça va être la variation totale d'entropie du corps 1, et ça, la variation totale d'entropie du corps 2. Eh bien, je peux calculer cette variation totale d'entropie du corps 1 en supposant que la transformation est réversible. Même si elle ne l'est pas. Peut-être que la transformation n'est pas réversible. Mais pour le corps 1, je peux parfaitement imaginer une transformation réversible qui fasse passer du même état initial au même état final. Quelle serait la valeur de cette entropie delta S1 si je faisais une transformation réversible qui fait passer du même état, c'est-à-dire le corps à la température T1, au même état, c'est-à-dire le corps à la température T0. C'est effectivement la somme des delta Q sur T pendant toute la transformation qui va donc de T1 à T0. Et ça, donc là c'est un delta Q réversible, quoi. Et ça c'est quoi? Eh bien c'est un corps solide, delta Q c'est MC dt. Ou c'est, enfin bref, avec les grandeurs indiquées. Donc c'est très facile à calculer cette augmentation d'entropie. Augmentation ou diminution, ça dépend si le corps chauffe. Si le corps chauffe, l'entropie augmente, si le corps refroidit, l'entropie diminue, bien sûr. Si le corps chauffe, c'est qu'on lui a donné un delta Q, donc on lui a donné du delta Q sur T, on lui a donné de l'entropie. Si le corps refroidit, c'est qu'il a donné de l'énergie et donc il a perdu de l'entropie. Bref, ça fait MC log de T0 sur T1. OK ? De la même façon, delta S2, c'est la somme des delta Q de T2 à T0, et delta Q c'est MC dt. Bref, exactement de la même façon, j'obtiens delta S2 égale MC log de T0 sur T2, température finale moins température initiale. Et par conséquent, le delta S global est égal à delta S1 plus delta S2, c'est-à-dire MC log de ceci plus log de cela, c'est-à-dire log du produit des deux, c'est-à-dire T0 carré sur T1, T2. Intéressant, n'est-ce pas? Vous allez voir pourquoi plus tard. Enfin, non, c'est déjà intéressant, mais ça va être encore plus tout à l'heure. Parce que ça... Alors, quel est son signe? Alors, on va peut-être remplacer T0, parce que ça vaut, puisqu'on a T0. Donc, finalement, le delta S vaut MC, ok, fois log de... Alors, T1 carré plus T2 carré plus 2 T1 T2 sur 4 T1 T2. Je n'ai pas dit lequel était le plus chaud au départ, c'est complètement symétrique. Hein. Il y en a un qui a une température T1, l'autre une température T2. Donc voilà le résultat. C'est plus élégant sous cette forme-là, hein, on est d'accord. Mais je fais ça comme ça pour essayer de voir si ça c'est positif ou négatif. Évidemment, ce qu'il y a dans le log, c'est positif, hein, c'est les températures, heureusement, hein, parce que le log d'un nombre négatif, ça ne veut rien dire. Par contre, la question, est-ce que donc, delta S va être positif si et seulement si ça est plus grand que 1. T1 carré plus T2 carré plus 2 T1 T2 sur 4 T1 T2 est plus grand que 1. Eh bien ça s'écrit encore T1 carré plus T2 carré plus 2 moins 4, c'est-à-dire moins 2 T1 T2 est plus grand que 0. Eh bien oui, puisque ça c'est T1 moins T2 au carré. Peu importe lequel est plus grand que l'autre, c'est un carré. Oui.
Pas beau ça? Toujours. Voilà. On a calculé delta S en supposant pour chaque corps une transformation réversible, ce qui va donner le bon delta S, puisque le delta S ne dépend pas de la transformation. Que ça ait été réversible ou non, pour chacun des corps, le delta S, il vaut ce qu'on a calculé là, à savoir MC log de T final moins T initial. Et ensuite, on met les deux variations ensemble. On voit qu'en fait, il y a un corps qui a gagné de l'entropie. Celui qui était le plus froid, il a gagné de l'entropie, il a reçu de la chaleur. Celui qui était le plus chaud, il a perdu de l'entropie. Mais globalement, le système, en fait, celui qui a gagné de l'entropie, il en a gagné plus que celui qu'on a perdu. Plus que n'a perdu celui qui a perdu. Et par conséquent, quand on fait la somme des deux, on obtient ça, qui est la réponse à la question. Et ça, on montre que quel que soit T1 et T2, cette grandeur est positive. D'ailleurs, c'est même strictement positif, sauf si T1 égale T2. Oui, certes, si les deux corps partent à la même température, la température finale sera encore cette température, et en fait, ils étaient déjà à l'équilibre, et par conséquent, l'entropie n'a pas augmenté, parce que c'était déjà l'équilibre. Et si les corps n'étaient pas à l'équilibre, c'est-à-dire que leur température était différente, eh bien, globalement, le système composé des deux corps a gagné de l'entropie. Combien? Exactement ça. Et cette grandeur est toujours positive. La relation delta S supérieur à 0, c'est quand c'est réversible ou réversible? Pardon? Delta S supérieur ou égal à 0, c'est quelle transformation? Réversible ou réversible? Non, en fait, ça c'est irréversible, mais j'ai rien supposé. Je regarde le signe de ce truc-là. Je dis juste que delta S sera positif si et seulement si ça est plus grand que 1. Aussi négatif. Oui, oui. D'accord. Négatif mais je savais déjà que delta S allait être positif. Ça ne peut jamais être négatif. Pour un système isolé, S ne peut pas décroître. On est parti pour calculer ça. On est parti de l'hypothèse que c'était réversible. Ouais. Je comprends comment, en partant d'une hypothèse fausse, on peut arriver à une conclusion que vous satisfait. Oui, non mais c'est un point délicat et donc c'est très bien de poser cette question. Il faut vraiment comprendre ça. J'ai pas supposé en fait. À aucun moment j'ai supposé que la transformation était réversible. Tout ce que j'ai dit, enfin j'ai supposé là, mais j'ai pas supposé que la transformation était réversible. J'ai dit que il était possible de faire passer réversiblement ce corps-là de la température T1 à la température T0. C'est toujours possible de chauffer un corps réversiblement. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, en fait, je veux juste savoir une chose, c'est quel est S'1 moins S1. L'entropie dans l'état final, et l'état final c'est quoi? Eh bien c'est ce corps-là, la température T0. Je veux savoir donc, quelle est l'entropie dans l'état final? Quelle était l'entropie dans l'état initial? Je fais la différence des deux, et ça me donne la variation d'entropie. Je vous dis ça parce que j'ai regardé un cours sur Internet et j'avais relevé DS égale DES plus DIS. Oui. Et que... Et DIS est toujours positif. Et ou égal à 0 si c'est réversible. Ouais. Et donc là, on a fait comme si DIS était égal à 0. Oui, mais pas pour la transformation globale. Pour la transformation qui s'applique au corps 1. Le corps 1, il faut vraiment comprendre que S est une fonction d'état. Donc, je veux calculer S'1 moins S1. Ça va me donner la variation d'énergie, la variation d'entropie du corps 1. Que la transformation soit réversible ou non. Dans tous les cas, si je passe de l'état 1 à la température T1 à l'état prime à la température T0, la variation d'entropie sera toujours la même. Donc, je peux faire passer le corps de la température T1 à la température T0 de manière irréversible. Je peux le faire. Je peux aussi le faire de manière réversible. Si je le fais de manière irréversible, je ne sais pas calculer la variation d'entropie. Pas spontanément, parce que je sais quelle quantité de chaleur j'ai donnée, mais il y a une partie qui a été... il y a peut-être eu de l'entropie créée spontanément dans le corps. Bref. Par contre, je sais calculer la variation d'entropie en faisant l'hypothèse d'une transformation réversible. Peut-être qu'elle n'a rien à voir avec la transformation qui a vraiment eu lieu,
Mais si elle part du même état pour arriver au même état, la variation d'entropie sera la même. Donc je peux calculer cette variation d'entropie telle qu'elle aurait lieu, je peux calculer ce que vaudrait la variation d'entropie si la transformation était réversible. C'est ce qu'on a fait. Et maintenant je dis, si la transformation n'était pas réversible, ça donnera la même variation d'entropie quand même, puisque j'arrive au même point en partant du même point, et que c'est une fonction d'état. Passer d'un système dans un état donné au même système dans un autre état, quoi que je fasse, quel que soit le chemin suivi, ça me donnera toujours la même variation globale d'entropie. Et cette variation d'entropie sera ça. La variation d'entropie d'un truc réversible ou irréversible, c'est la même. C'est toujours la même. Parce que si c'est le même état initial et le même état final, ce sera toujours la même parce que c'est des fonctions d'état. C'est comme si vous calculez le travail des forces le travail des forces de pesanteur quand je prends un corps et que je fais des tas de choses puis que je le mets là. Tout ce qui compte, c'est où il est maintenant et où il était avant. Et la variation d'énergie potentielle, c'est mg de z là-haut moins mg de z d'ici. Donc c'est mgh. Après, j'ai pu faire ce que je veux. En tout cas, c'est des fonctions d'état. J'ai une énergie potentielle à l'arrivée, une énergie potentielle au début. La variation de l'énergie potentielle, c'est l'arrivée moins le début. C'est pareil pour l'entropie. Pour éviter d'avoir le plus Voilà, c'est ça. Là, j'ai supposé que je passais de l'état initial à l'état final par une transformation réversible. Du coup, je sais calculer, ça fait ça, et donc j'ai le résultat. Maintenant, si en fait la transformation n'était pas réversible, peut-être, mais la variation d'entropie, ce sera ça toujours, parce que c'est le même état final. Ouais. Donc, monsieur, comme il fallait trouver ici le delta S, on a supposé, on a vu que c'est toujours vrai, donc delta S est supposé. C'est ça. C'est ça. OK? Donc vous voyez, c'est important. Et donc on trouve que même si chaque corps a subi une transformation réversible, enfin, c'est pas un problème. Un corps peut chauffer ou refroidir de façon réversible. Ça n'a pas tellement de sens d'ailleurs de dire que pour un corps, la transformation est irréversible. C'est un corps pur, unique, qui a une certaine température, sa température varie, c'est toujours réversible ça. Vous pouvez chauffer un corps, vous pouvez le refroidir après, il va revenir à la température initiale. Par contre, le fait d'avoir mis deux corps de température différentes, de les avoir laissés évoluer jusqu'à l'équilibre, ça c'est irréversible. Pour le système, c'est irréversible. Pour chacun des corps, c'est réversible, il n'y a pas de problème. Et pour le système globalement, le transfert de chaleur qui est passé du chaud au froid ne se fera jamais spontanément dans l'autre sens. Vous n'allez jamais avoir le froid qui repasse vers le chaud. Enfin, l'énergie du froid qui repasse vers le chaud par un échange de chaleur qui remonterait les températures au lieu de les descendre. Time is it? Aïe. C'est l'heure. On a fini au moins cet exercice. Ah ouais, alors là c'est... Ouais, j'espère en faire un peu plus quand même. On peut faire comme la dernière fois, sinon vous mettez les corrigés sur Ouais. le dilemme. Ouais, d'autant que ces exos sont corrigés. Donc j'aurais même pas besoin de le rédiger. Si vous voulez, je peux faire ça. Ou bien... Vendredi, ça m'a démotivé. Ouais, c'est peut-être mieux quand même de... Parce que là, les explications que j'ai données sont utiles. Et ça, vous n'aurez pas ça dans le... Ça vaut peut-être le coup. Soit on se fait un quart d'heure... Non, on va pas se faire un quart d'heure de plus. Vous voulez faire un quart d'heure de plus là ce soir? Ouais, mais c'est peut-être un peu dur. Ou demain, on fait une demi-heure. On commence par une... Ouais. Parce qu'il y a 3 heures demain, après tout. Oui, voilà. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Donc on finit les exos sur l'entropie demain. En tout cas, l'essentiel de ce que je voulais vous dire. Parce que c'est quand même... Enfin, il faut avoir pratiqué un peu. Ce point-là est très important. Hein. Ok, donc on finit demain. Et on entame, on a dit l'électrocinétique, c'est ça que vous voulez? Ouais, hein, c'est ça qu'on a dit.